Bonjour, merci d'être présent pour ce webinaire de Robinson Shepard Shapiro. Nous traiterons aujourd'hui de la décision du 15 novembre 2023 rendue par la Cour supérieure du Québec dans Graceffa contre Otera Capital. C'est une situation assez particulière, assez inusitée. Un cadre supérieur de filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec qui avait un parcours impeccable, qui brassait des millions de dollars, mais qui a commis des impairs, des manques de jugement sérieux pour une somme en particulier relativement modeste par rapport à le portefeuille qu'il gérait de façon régulière. Et cela a mené à une détermination de faute grave et à une obligation de procéder à un congédiement pour motif sérieux. Donc, nous regarderons la question de la séquence qui a mené au congédiement et de la décision de procéder à un congédiement pour cause, étant synonyme de motif sérieux. Je suis Pierre Moreau, associé dans le groupe Droit du travail et de l'emploi chez RSS. Je suis accompagné à ma gauche de Alexandra Sénécal, qui est stagiaire auprès de notre étude, et à ma droite, Thomas Vasquez, qui est avocat dans le groupe Droit du travail et de l'emploi. Cette présentation sera d'environ 1 heure. Il y aura un 15 minutes de réservé à la fin pour les questions. En tout état de cause, nous serons à votre disposition pour répondre aux questions si cela devait déborder de l'heure qui est allouée. Nous vous invitons à utiliser la fonction Q et R à votre écran pour poser vos questions. Enfin, je souligne que cette présentation sera disponible tant l'enregistrement que le PowerPoint sur le site Internet de RSS. Et nous rendrons disponible aussi la présentation que nous avons faite il y a quelques semaines, alors qu'il fut question de Juste pour rire et M. Gloutenay. Les membres du Barreau du Québec, de la Chambre des notaires et de la Chambre de l'assurance de dommages recevront une attestation de présence. Enfin, je veux que vous notiez déjà à votre calendrier que nous ferons une présentation sur les enquêtes internes en milieu de travail en début de septembre de cette année. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à Alexandra pour commencer avec les faits. Je suivrai avec un examen concis de la décision de la Cour supérieure. Je traiterai des enquêtes en milieu interne brièvement, ainsi que de la notion de motif sérieux. Et la partie plus importante pour les participants à cette présentation est la dernière, les considérations pratiques. C'est Thomas qui va vous entretenir à ce sujet. Donc, pour bien cerner la dernière partie, les deux premières parties sont pas juste intéressantes, elles sont utiles et voire nécessaires. Et finalement, c'est la dernière partie, celle de Thomas, qui, pour les considérations pratiques, qui devrait vous inciter de rester jusqu'à la fin. Donc, au plaisir. Alexandra? Je vous remercie, M. Moreau. Donc, discutons des faits dans l'affaire Graceffa. Donc, je vais faire un petit portrait des fonctions de Graceffa, tel que mentionné par Maître Moreau. C'est une personne qui était d'influence, une personne qui était estimée par ses collègues, appréciée par ses employeurs. Il excellait tant en titre d'investisseur qu'à titre de dirigeant. Et évidemment, son dossier était exempt de toute tâche. Pendant 35 ans, il a œuvré dans l'industrie du prêt commercial immobilier et dans la gestion du risque, du crédit et des actifs. Par la suite, pendant 13 ans, Graceffa va occuper des postes de grande importance au sein de plusieurs filiales de la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Il est à noter que la Caisse de dépôt et de placement du Québec est une institution publique qui a la responsabilité de gérer les épargnes, principalement les épargnes des Québécois et des Québécoises. Donc, c'est dans le cadre de ses fonctions qu'il est apprécié, qu'il est estimé, qu'il est d'influence, il a un grand portefeuille, il gère un grand portefeuille. Bref, en février 2019, Graceffa va occuper des fonctions, des postes de haute direction chez Ivanhoe Cambridge et chez Holding Otera Capital Inc., qui sont des filiales de la Caisse de dépôt et de placement.
Donc, maintenant que le portrait des fonctions de Graceffa est fait, on s'entend que c'est un cadre supérieur. Le 4 février 2019, le tout va débuter. La Caisse de dépôt de placement est informée d'une éventuelle publication. Une éventuelle, puisque la publication aura lieu le 5 février 2019. Mais la Caisse est informée d'une éventuelle publication du Journal de Montréal portant notamment sur la relation conjugale. Donc, la vice-présidente chez Otera est en couple avec un prêteur privé qui aurait entretenu des liens avec la mafia montréalaise. Donc, clairement, ça fait la une. Non seulement on vient parler de la relation conjugale de la vice-présidente, mais on vient également mentionner que la vice-présidente est actionnaire d'une entreprise mise sur pied par son conjoint, ainsi qu'un entrepreneur au passé criminel et lié à la mafia. Donc, nécessairement, la Caisse de dépôt de placement est une institution publique et la confiance est ébranlée. Qu'en est-il de l'intégrité et de la probité de la Caisse de dépôt de placement? Donc, ça fait la une. Alors, une enquête interne pour s'assurer de la confiance du public et être transparent. Une enquête interne est effectuée, laquelle est menée par une firme externe. Le tout est annoncé dans un communiqué de presse pour, dit-il, assurer l'intégrité institutionnelle. Les conclusions d'enquête seront rendues publiques et on pourra voir que le sommaire de l'enquête est public et nous pourrons discuter de ce qui a été abordé dans le sommaire. Mais là, on parlait du 4 février 2019, la relation conjugale à la vice-présidente d'Otera. Le 6 février 2019, le Journal de Montréal va révéler qu'en 2017, Otera a accordé un prêt de 44 millions de dollars, donc qui est une somme considérable tout de même, pour la construction d'une résidence pour personnes âgées à Saint-Jean-sur-Richelieu, alors que l'un des promoteurs du projet était un partenaire d'affaires et un ami de Graceffa. Donc, clairement, il y a peut-être possible conflit d'intérêts dans tout ça. Une rencontre a lieu avec Graceffa et les cadres supérieurs de la Caisse pour discuter nécessairement de ce qui s'est passé au niveau du 44 millions de dollars. Il va être convenu qu'il n'est pas nécessaire de suspendre Graceffa pour divers motifs parce que Graceffa indique qu'il n'a pas participé au projet Saint-Jean-sur-Richelieu et qu'il a déclaré des prêts. Ces prêts que l'on pourra voir dans les prochaines publications du Journal de Montréal. Donc, le 7 février, là, on parle du 6 février, un prêt de 44 millions de dollars. Le 7 février, une journée après, un article est publié également par le Journal de Montréal sur un prêt de 3,3 millions de dollars effectué en 2007 par MCAP, étant l'une des filiales de la Caisse de dépôt de placement, à une société de Graceffa et de son ex-épouse. Alors, si on parlait d'un possible conflit d'intérêt, nécessairement, le 7 février 2019, on parle également d'un possible conflit d'intérêt. En cette même date, il est suggéré et convenu que Graceffa se retirera temporairement de ses fonctions afin de préserver l'intégrité de l'enquête interne. Le 8 février, alors qu'on pensait qu'on en avait terminé avec le Journal de Montréal, le 8 février 2019, le Journal de Montréal va annoncer que les entreprises appartenant à Graceffa ont bénéficié de 11 prêts de MCAP totalisant 9,2 millions de dollars. Donc, c'est des sommes considérables dans une petite période de temps. Donc, on parle d'un 44 millions, d'un 3,3 millions de dollars, d'un 9,2 millions de dollars. On se dit, mon Dieu, la confiance du public est nécessairement ébranlée par toutes ces affirmations du Journal de Montréal. Pendant ce temps, je vous réitère que l'enquête interne a encore lieu, laquelle durera 3 mois d'ailleurs, et Graceffa va être rencontré par l'enquêteur en présence de son avocat. Lors de ces rencontres, il va discuter des diverses transactions de Terra, nécessairement, des investissements personnels de Graceffa et de ses relations avec divers individus. Donc, le moment tant attendu, on s'y attendait peut-être. Le 27 mai 2019, Graceffa va être informé de la décision de mettre fin immédiatement à son emploi sans préavis par le biais d'une convocation avec son employeur dans les bureaux du cabinet d'avocats retenu pour l'enquête. Donc là, on s'attend à ce que la Cour supérieure retienne possiblement le prêt de 44 millions, de 3,3 millions ou de 9,2 millions. Toutefois, au regard du résumé du rapport de l'enquêteur, on va indiquer notamment, quant à Graceffa, est à noter aussi que le résumé du rapport est anonyme, ce qui avait été convenu par la Caisse de dépôt de placement. Il va être indiqué une de ces personnes, étant Graceffa, a rencontré dans les bureaux de Terra un individu. Lors de cette rencontre, cette personne s'est fait remettre 15 000 $ en argent comptant. 15 000 $ en argent comptant, alors qu'il est autorisé à
faire des prêts de 50 millions dans le cadre de ses fonctions, c'est rien, 15 000 en argent comptant. Selon les experts, cet individu a des antécédents criminels en matière de stupéfiants. Il va également être reproché dans un certain sens à Graceffa qu'une de ces personnes, Graceffa, a communiqué directement avec le président et chef de l'exploitation d'une filiale de Terra pour discuter de certaines modalités d'un ou des prêts la concernant. Bref, tout ça pour dire, on met fin au congédiement le 27 mai 2019. On discute avec Graceffa des motifs de son congédiement. On va aborder l'enveloppe de 15 000 que j'ai précédemment mentionnée. On va également parler du conflit d'intérêts dans le motif 3 et le motif 4. Au motif 2, on vient mentionner omettant de déclarer les postes qu'il occupait et les intérêts qu'il détenait dans des sociétés possédant des actions de construction Saint-Gabriel. Motif 3, comme je l'ai mentionné, conflit d'intérêts, toute la question du conflit d'intérêts, des prêts. Motif 4 également. Au motif 5, on parle qu'il abuse de sa position en engageant des discussions avec M. Mark Aldridge en sa qualité de président et chef de l'exploitation de MCAP. Et au motif 6, rien de moins qu'omettre de déclarer qu'on lui avait offert des pots de vin. Donc, au regard de ces motifs, au regard de l'ensemble des prêts, ce qui a été retenu par la Cour supérieure, et sans vouloir gâcher le suspense, c'est principalement le 15 000 qu'il a reçu dans une enveloppe dans son bureau. Donc, ce n'est pas nécessairement les sommes, mais c'est toute la question de confiance qui va être abordée par Maître Moreau par la suite. Donc, en juin 2019, Graceffa n'est pas du tout content du congédiement et va intenter des procédures contre Ivanhoe Cambridge, Otera et la Caisse. Il va alléguer avoir été congédié sans motif sérieux et va réclamer une indemnité tenant lieu de préavis déraisonnable qu'il estime à 2 ans et demi. Il va également soutenir que le congédiement a été effectué de manière abusive et qu'il y a eu atteinte à sa réputation en raison de déclarations publiques et notamment du fait que le sommaire de l'enquête, du rapport d'enquête a été publié. Donc, c'est un des points qui a été abordé par Graceffa dans le cadre des procédures. Et ce dernier recherche également la condamnation des défendresses pour 8 351 116 $ que je vais vous ventiler à l'instant. Donc, on parle de 5 463 833 $ à titre de préavis raisonnable, donc le 2 ans et demi. Puis, par la suite, on va parler des bonis. Et pour conclure, le 450 000 $ à titre de dommages moraux et le 150 000 $ à titre de dommages punitifs. Donc, Maître Moreau, je vous laisse poursuivre avec les conclusions de la Cour supérieure et nous discuter des motifs retenus également par cette dernière. Merci, Alexandra. D'entrée de jeu, je veux simplement revenir sur le 8,3 millions qui est réclamé, puis raisonner en termes de gestion de risque. D'abord, le poste premier, qui est la réclamation pour délai de congé équivalent à 2 ans et demi, est important. On l'a déjà vu, ceux qui ont assisté à notre présentation il y a quelques semaines avaient remarqué que le plafond officiel au Québec est de 24 mois, quoique la Cour d'appel du Québec laisse entendre qu'il n'y a peut-être pas un plafond. Donc, la réclamation pour 2 ans et demi est haute, mais possible, objectivement. La réclamation pour régime de retraite suivrait la réclamation de délai congé. Il y a les réclamations pour boni pas payés. Ça, c'est une question qui est... La question, c'est est-ce que ça a été gagné? Des fois, il y a des questions de est-ce que l'employé est toujours à l'emploi lorsque c'est payable, mais essentiellement, est-ce que ça a été gagné? Puis finalement, dommages moraux et dommages punitifs sont des rubriques distinctes, quoique les motifs qui sont réclamés ici sont très hauts objectivement et bien que ça n'a pas été retenu, ça aurait été intéressant de voir jusqu'où la Cour supérieure aurait été prête à aller si les faits le justifiaient. Donc, en termes de gestion de risque, on a quand même une situation de 8,3 millions. Puis là, la principale question, c'est qu'il y a 6 motifs. Déjà, le fait qu'il y ait 6 motifs, pour moi, la première question que je me pose, c'est est-ce qu'il y avait un manque de confiance qu'il fallait qu'on en ait plus qu'un ou deux? Mais finalement, les 6, les 3 premiers ont été retenus, les 3 derniers ont été écartés par le juge Garin. Et c'est le premier motif, c'est, comme l'a dit Alexandra,
c'est l'enveloppe de 15 000 qui a été déterminante. Et là encore, c'est un montant qui est objectivement relativement modeste, mais qui rompait la relation de confiance qui était l'assise nécessaire pour avoir une relation de contrat de travail, mais de maintenir cette relation de contrat de travail. Si on regarde ici à l'écran, vous avez un sommaire de ce qui a été retenu par le juge et c'est principalement le 15 000 que vous avez à l'écran qui est le motif déterminant. Si on continue, je veux porter à votre attention, c'est quand même un long jugement, je ne veux pas en faire l'exégèse et je veux qu'on passe rapidement aux considérations pratiques, mais ça vaut la peine de s'arrêter et de regarder la fondation juridique qui mène aux déterminations faites par le juge et qui mènera aux considérations pratiques qui sont nécessaires. Le paragraphe 61 est nécessaire parce que le paragraphe 61 fait écho aux propos de la Cour suprême dans un arrêt qui s'appelle McKinley, dont il sera question dans quelques minutes. Et au paragraphe 61 devant vous, vous voyez qu'il y a 3 points, il y a 3 étapes qui sont abordées par le juge, la nature de la faute, le contexte, 2, et troisièmement, est-ce que la sanction, le congédiement pour cause, est proportionnelle tenant compte de l'ensemble des circonstances. Donc, 1, 2, 3, c'est sur ça qu'on va revenir dans cette présentation, mais il y a plus. Et j'en parle dans quelques instants. Ici, regardons les propos du juge Garin à 425 et 426. Il fait une détermination que l'acceptation de l'enveloppe de 15 000 soulevait des questions d'irrégularité, de corruption, de blanchissement d'argent et que cela était intolérable dans une institution qui était basée sur, ultimement, la confiance du public dans la probabilité et la fiabilité de la Caisse. Il faut qu'on puisse faire confiance à la Caisse et ses filiales, les yeux fermés. J'insiste beaucoup sur le 15 000 parce que vous voyez au paragraphe 426 que le juge dit à lui seul ce manquement justifiait la rupture pour motif sérieux et le congédiement de M. Graceffa. Je passe aussi au paragraphe 427-429. Je vous ai dit que c'est les motifs 1, 2 et 3 qui ont été retenus par le juge. Le motif 1 étant le principal motif, le 15 000 mais les motifs 2 et 3 qui ont été retenus, et c'est ce dont il est question au paragraphe 427, alors que le juge détermine que les manquements au code de déontologie, la question des relations avec M. Marcantonio ne sont pas en soi de façon distincte des motifs de congédiement pour motif sérieux, mais que cela vient s'ajouter et empirer la situation de M. Graceffa parce que ça aggrave l'altération de la relation de confiance nécessaire et que ça vient confirmer l'existence du motif grave. Donc, ce qui est important ici, c'est que le juge dit que en soi, le premier motif justifiait d'un congédiement pour motif sérieux, mais motifs 2 et 3 viennent s'ajouter à cela. Puis c'est en quelque sorte une démarche de prudence de la Cour, alors qu'on l'a vu, elle a déterminé que pour en arriver à un congédiement pour motif sérieux, il y a 3 étapes à déterminer. La troisième étape étant la proportionnalité le congédiement eu égard à l'ensemble des circonstances. Et c'est là qu'on va tenir compte, entre autres, de, ici, les motifs 2 et 3 viennent finalement aggraver et confirmer la décision de procéder à un congédiement pour cause. Je passe à un autre aspect du dossier, l'aspect plus procédural, alors que le juge détermine que
malgré les reproches qui sont faits par M. Graceffa à l'endroit des défendeurs. Il n'y a pas eu de manquement à l'équité de l'enquête, ou il n'y a pas eu de manque de transparence et de civilité. Je veux traiter de cette question de équité de l'enquête et ça nous amène à regarder quelles sont les deux questions fondamentales qui ressortent de ce jugement. L'enquête interne, quand et comment conduire une enquête interne, et deuxièmement, quels sont les critères applicables à un congédiement pour motif sérieux. Je commence d'abord avec l'enquête parce que c'est l'approche en quelque sorte chronologique. Et faut-il et pourquoi tenir une enquête? Et ensuite, est-ce que l'enquête doit respecter les règles d'équité procédurale? Formellement, il n'y a pas d'obligation de tenir une enquête. L'employeur va être tenu à faire la preuve des motifs qu'il allègue au soutien d'un congédiement pour motif sérieux. Cela dit, il va ça participe du bon sens et c'est une règle de prudence de tenir une enquête, particulièrement lorsque l'allégation est sérieuse. Pourquoi? Premièrement, parce que l'employeur doit agir de bonne foi. Je souligne, puisqu'il fut question dans le dossier de M. Graceffa d'une allégation de manquement à un comportement équitable, on voit souvent dans les jugements des allégations de devoir d'agir selon l'équité procédurale. L'équité procédurale est une notion de droit public qui n'est pas applicable formellement dans une démarche de droit privé. Et même la Cour suprême a dit dans les contrats de travail d'employé avec l'État, l'équité procédurale n'est plus un concept qu'on utilise aujourd'hui. Cependant, même si on écarte l'équité procédurale, il y a quand même un devoir d'agir de bonne foi. Maintenant, la bonne foi est dans le comportement. Des fois, on se pose la question, est-ce qu'il y a une obligation substantive de bonne foi? On parlera de ça en septembre lorsqu'on parlera plus spécifiquement des enquêtes. Mais pour l'instant, il est important de garder en tête que l'employeur doit être vu comme ayant un comportement de bonne foi dans la démarche qui mène au congédiement pour cause. Et si tant soit-il que c'est une règle de prudence, il y a des aspects pratiques qui justifient de tenir une enquête. D'abord, l'employeur va colliger les faits pertinents. Il va pouvoir présenter ces faits à la personne sujet à l'enquête, obtenir sa version et colliger la version de l'individu dans un écrit qui pourrait être resoumis à l'individu pour commentaire et approbation, et idéalement sa signature. Cette question de présenter les faits à l'individu, d'abord, encore en septembre, on traitera de est-ce que l'individu, pendant ce processus, est suspendu avec solde ou est-ce qu'il est toujours à l'emploi? Mais toujours est-il qu'en présentant les faits à l'individu, on donne l'opportunité à l'individu de soit admettre ses manquements ou simplement nier ses manquements. Présumant que l'employeur peut faire une preuve indépendante de les manquements, lorsque l'individu admet, bien, ça facilite le processus factuel pour mener à une détermination de la sanction appropriée. Si l'individu nie les faits qui sont autrement prouvables, là aussi, ça facilite la détermination. Puis, c'est important, si on revient à la démarche en 3 temps qu'on a vu un peu plus tôt au paragraphe 61 de la décision dans Graceffa et qu'on va revoir avec l'affaire McKinley, ça facilite la prise de décision quant au 3e critère lorsqu'on regarde l'ensemble des circonstances. La personne qui nie un comportement fautif, on peut se poser des questions sur la viabilité de la continuation de la relation de travail. Donc, toujours est-il que, ultimement, ce processus mène à une détermination soit de congédiement pour cause ou, et c'est là que c'est difficile,
quelle autre sanction doit-on adopter? Est-ce qu'on procède avec une lettre au dossier, une réprimande? Est-ce qu'on peut procéder avec une suspension? Ça, c'est une zone incertaine en ce moment. Chose certaine, c'est qu'on ne peut pas procéder comme dans un cadre de rapport collectif de travail où on voit couramment des congédiements qui sont rescindés et auxquels on substitue une suspension d'une durée variable. Et dans certains cas, c'est une suspension de 6, 12, voire dans certains cas de 18 mois. Et cela est validé si les circonstances s'y prêtent. Pour un cadre, voire un cadre supérieur, il est difficilement concevoir de ne pas procéder à un congédiement et d'appliquer une suspension de longue durée. Peut-être une suspension d'une journée, peut-être une suspension un peu plus long que ça, mais c'est difficilement concevable. Puis cela fait partie de la réflexion qui doit être faite pour déterminer est-ce qu'on procède au congédiement pour cause ou est-ce qu'il y a une autre mesure qui peut être contemplée de façon viable et logique. La question de l'équité procédurale, je vous l'ai mentionné, avait été écartée. Ici, on a une décision récente de la Cour d'appel du Manitoba qui dit clairement que cette question d'équité procédurale qui était appliquée dans l'affaire Knight contre Indian Head en 1990 a été écartée et dans un contexte de contrat de travail privé n'a pas à être appliqué. Maintenant, c'est tout ce que je vais dire pour l'instant quant à la notion d'enquête. L'enquête est un instrument, finalement, pour arriver à une décision. Et dans le spectre des décisions, c'est la démarche proposée dans McKinley, le 1, 2, 3, qu'on a vu un peu plus tôt au paragraphe 61. C'est ce que nous allons voir avec McKinley, qu'est-ce qui constitue un motif sérieux. Je vous mentionne que motif sérieux est un terme qui est interchangeable, peut-être et facilement transposé à la notion de cause juste et suffisante que l'on retrouve particulièrement à l'article 124 de la Loi sur les normes de travail du Québec. On peut aussi se questionner sur le sens différent possible à attribuer à un congédiement injuste sous l'article 240 sous le Code canadien du travail, mais pour l'instant, ce sont à tout le moins pour ces deux notions-ci, motifs sérieux, cause juste et suffisante. Clairement, bien que le législateur ne le dit pas, la jurisprudence et la doctrine confirment que c'est des termes interchangeables. Maintenant, je reviens sur cette question de le test à appliquer, la démarche, et pourquoi que c'est important, ceci, et pourquoi que c'est un des aspects que vous avez à retenir de cette présentation aujourd'hui, c'est que typiquement, les tribunaux judiciaires ont une approche inductive dans l'appréciation des faits qui leur sont soumis et la détermination de est-ce qu'il y a un motif sérieux. Finalement, les tribunaux vont déterminer qu'il y a un motif sérieux lorsque le comportement est choquant. Mais dire que le comportement est choquant est une approche plutôt subjective et ce n'est pas très satisfaisant. Et ce n'est pas très satisfaisant particulièrement quand le risque est ce qu'on a vu à l'écran un peu plus tôt, la poursuite de 8,3 millions de dollars. Là, à ce moment-là, il me semble qu'on est beaucoup plus rassuré que si on peut dire, soit à son assureur et finalement aux tribunaux, que voici la démarche qu'on a appliquée. On a appliqué la démarche proposée par la Cour suprême dans McKinley en 2001, qui a été validée et explicitée par des tribunaux d'appel canadiens, dont la Cour d'appel de l'Ontario et la Cour d'appel du Québec. On va le voir dans quelques minutes. Et voici comment nous avons procédé. Donc, le 1, 2, 3. Le 1, c'est ce que vous avez à l'écran en ce moment. Est-ce qu'il y a une violation d'une condition essentielle au contrat de travail? Ça, c'est la première chose à considérer. La deuxième chose, est-ce qu'il y a un abus est-ce que cela constitue un abus de confiance
inhérent à l'emploi? Et troisièmement, est-ce que c'est fondamentalement incompatible avec les obligations envers l'employeur? Donc, ce 1, 2, 3, vous allez voir dans quelques instants, a été repris par la Cour d'appel de l'Ontario et ensuite par la Cour d'appel du Québec avec un certain raffinement dans le 1, 2, 3. Si je prends ici le paragraphe 52 que vous avez à l'écran, le troisième point qui est à aborder, qui est un peu problématique, je le soulignais un peu plus tôt, est-ce qu'on peut considérer des sanctions moins sévères? Mais finalement, ce n'est pas juste est-ce qu'on peut, c'est on doit être capable de dire au tribunal qu'en tant qu'employeur, on s'est posé la question, est-ce que le congédiement pour cause s'impose ou est-ce qu'une autre mesure moins sévère peut être appliquée de façon satisfaisante pour l'entreprise en particulier, si je prends la perspective de l'employeur, mais c'est aussi important pour l'employé, comme je le soulignais, le congédiement pour cause a des répercussions importantes quant à l'intégrité de l'individu au niveau de son image. Comment peut-il expliquer à un employeur prospectif qu'il a été congédié pour cause? Quelles sont les explications utiles qu'il peut donner à cet égard? Et enfin, quelles sont ses chances de se replacer lorsqu'il fait l'objet d'un congédiement pour cause? Donc, et cela comporte, si l'employeur s'est mépris, pas juste innocemment, mais par un manquement sérieux, n'ayant pas fait des démarches appropriées pour bien cerner les faits, n'ayant pas procédé à une enquête, à ce moment-là, il y a des conséquences possibles au niveau de sa responsabilité civile. Donc, il faut considérer une mesure autre et de façon assez étonnante, la Cour suprême dit il faut considérer est-ce qu'il y a d'autres mesures disciplinaires qui peuvent être appliquées à un cadre. Mais je vous dis, c'est problématique, autant pour un cadre intermédiaire que pour un cadre supérieur. C'est difficile de concevoir une suspension, peut-être une journée, mais plus que ça, quelques journées. C'est loin d'être évident, c'est moins d'être évident conceptuellement parce que le contrat de travail, qui est un contrat nommé, participe des conditions générales d'application du droit contractuel sous le Code civil et une partie ne peut pas suspendre par décision bilatérale l'application d'un contrat qui est synalagmatique, qui lie les parties par des obligations réciproques. Donc, c'est un propos de la Cour suprême qui est difficile d'application, disons. Maintenant, je vous disais que les propos de la Cour suprême ont été appliqués et raffinés. Ça a été raffiné dans l'affaire Dowling contre Ontario que vous avez à l'écran ici en 2004 et enfin avalisé et repris dans l'affaire Lefrançois contre Canada en 2010. Et donc, vous voyez, dans Lefrançois, c'est le juge en chef Robert, juge en chef à l'époque du Québec, qui avait déterminé le congédiement pour cause à l'endroit de M. Lefrançois, qui était président de Via Rail et qui avait été impliqué dans ce qu'on appelle le scandale des commandites. Or, pour déterminer le bien fondé du congédiement qui fut effectué, le juge Robert a suivi la démarche proposée par la Cour d'appel de l'Ontario dans Dowling, et vous l'avez ici en surbrillance à l'écran. Un, identifier l'écart de conduite, la nature de l'écart de conduite. Deux, c'est là que le langage est un peu différent de la Cour suprême, tenir compte des circonstances particulières de la relation d'emploi. Ça veut dire des circonstances propres aux salariés, des circonstances propres à l'employeur. Les circonstances propres du salarié aux salariés sont
le nombre d'emplois, le nombre d'années d'emploi de l'individu, l'âge de l'individu, le poste qu'il occupait et dans le cas de l'employeur, quelle est la nature de l'entreprise. On pense en particulier aux banques où la relation de confiance est un facteur qui est particulièrement important. Enfin, le troisième critère, celui qui nous permet de faire le lien avec l'enquête et présenter les faits aux salariés et voir s'il reconnaît l'inconduite ou s'il nie toujours l'inconduite qui est prouvable. Mais le troisième critère, c'est d'évaluer l'inconduite et est-ce qu'elle est irréconciliable avec la relation d'emploi et est-ce que le congédiement est proportionnel aux circonstances. Donc ici encore, il y a le 1, 2, 3 et c'est une approche que nous vous suggérons parce que c'est une approche raisonnée au lieu de l'approche inductive où est-ce qu'on regarde les faits et on se pose la question, est-ce que c'est choquant? Qui est une approche subjective et ce qui est choquant pour une personne ne l'est pas nécessairement pour son voisin. Donc, cela cela est l'approche à appliquer. Il reste qu'il est toujours utile de voir ce que dit la jurisprudence et vous verrez que nous vous suggérons un tableau où est-ce que vous allez voir différents cas, aussi des cas qui remontent aussi loin qu'on a mis à l'écran 1934 du Pre-Quarries. Du Pre-Quarries qui est surtout cité parce que c'est la cause dans laquelle la Cour suprême a dit que le contrat de travail est intuito personnel. Et finalement, Dupré Quarries était une situation où est-ce que M. Dupré avait un problème d'alcoolisme et signait des chèques en blanc sans savoir ce qu'il signait. La Cour suprême a dit que cela en soi justifiait du congédiement pour cause de l'individu. Et les propos qui font en sorte qu'on pense à Dupré Quarries, du caractère intuito personnel, du caractère personnel du contrat de travail, n'était qu'un commentaire incident, ce qu'on appelle un obitaire du juge Rinfret de la Cour suprême. Donc, ça, c'est un cas vieux d'approche inductive, mais qui aurait aujourd'hui mené, à moins qu'aujourd'hui, on aurait dit que cette personne devait se faire proposer une cure. Autrement, la continuation de sa dépendance à l'alcool était incompatible avec la continuation de son contrat de travail. À l'écran, vous avez le cas de Carignan. Le cas de Carignan a été cité et appliqué avec approbation par le juge Garin dans l'affaire de Graceffa, en ce que M. Carignan était un mauvais administrateur. Une enquête avait démontré ses manquements dirimants, ces manquements qui faisaient en sorte que sa continuation en tant que dirigeant de l'entreprise, c'était une maison de soins pour les personnes ayant des dépendances, était impossible. Mais on l'a invité à une rencontre où est-ce que, sans préavis, on l'a congédié pour cause. La Cour supérieure avait confirmé le congédiement pour cause et refusé une réclamation pour dommages moraux. La Cour d'appel, de façon assez particulière, a dit que la Cour supérieure avait raison. Il y avait là motif à congédiement pour cause, mais que le congédiement avait été fait de façon brutale. On conçoit que n'importe quel congédiement, pour cause en particulier, comporte son comportement, comporte son caractère difficile, mais ici, c'était le fondateur de l'entreprise et on lui devait plus d'égards. Cela justifiait 20 000 $ en dommages moraux. Enfin, je veux porter à votre attention l'affaire Sirois contre O'Neill de 1999. Encore une approche inductive, mais O'Neill avait été embauché par Charles Sirois et Télésystème pour mener l'entreprise qui est le prédécesseur, pas le prédécesseur, c'est finalement Télésystème, c'est le FIDO. O'Neill s'aliénait les gens qui travaillaient sous sa gouverne et mettait en péril la continuation de la direction de cette entreprise. O'Neill ne pouvait pas continuer à œuvrer dans un poste de direction de l'entreprise et fut congédié pour cause. Voici les propos
du juge de Lille de la Cour d'appel du Québec. Comment? Donc, O'Neill s'était confié un poste de commande. Il avait l'obligation de former une équipe unie, motivée et performante. Il a failli à la tâche. Il s'agissait d'un motif sérieux de congédiement. Le juge de Lille utilise l'image de la locomotive qui n'a pas réussi à tirer les wagons. Donc, on pense qu'un congédiement pour cause ne découle que de vol ou de fraude, comme si on prend Graceffa, c'est un manque de jugement flagrant, mais rattaché à de l'argent, un avantage pécuniaire. Mais ce n'est pas que ça. On le voit que ce soit dans l'affaire de Carignan, on le voit dans l'affaire de Serrois contre O'Neill, des fautes ou des incapacités de gestion font en sorte que les cadres supérieurs sont sujets à congédiement pour cause. Et cela termine mes remarques sur la toile de fond juridique. Passons à l'aspect qui sûrement vous sera plus important et utile, des considérations pratiques. Thomas? Merci, Pierre. Donc, après cette présentation, ce que je vous propose, c'est de synthétiser ou de faire une synthèse, en fait, de l'information qui nous a été transmise par Pierre. Je vous propose alors une recette à suivre pour, en quelque sorte, j'allais dire procéder au congédiement, mais plutôt pour évaluer la situation et se demander si le congédiement est la mesure appropriée. La première étape, c'est la détermination de la faute. La deuxième, c'est celle de l'évaluation des circonstances. Et la troisième, c'est celle de l'analyse quant à la proportionnalité de la mesure envisagée par l'employeur, donc FCP, la recette FCP. Donc, la première étape de cette recette, c'est de déterminer la nature et l'étendue de la faute. Les premiers éléments à suivre, c'est d'examiner les actions spécifiques ayant été commises par l'employé. Donc, il s'agit essentiellement de bien établir les faits au dossier et c'est à ce moment qu'il peut être utile d'envisager de procéder à une enquête interne. En quelque sorte, on pourrait dire que l'employeur qui se questionne quant à la conduite de son employé doit se demander s'il maîtrise suffisamment son dossier, s'il maîtrise suffisamment les faits au dossier. Et dans la mesure où cette maîtrise-là ne serait pas là, il peut être intéressant d'envisager de procéder à une enquête afin de bien comprendre, bien connaître les dossiers. Ce qui nous permet de passer à la deuxième partie, en quelque sorte, de cette première étape, qui est de qualifier l'inconduite de l'employé. Comme Pierre vient de vous le dire en discutant l'affaire Sirois contre Neil, il peut avoir une quantité importante de raisons pour lesquelles on serait devant une situation qui comporte un motif sérieux donnant ou justifiant potentiellement un congédiement. Ici, on vous a fait une liste avec ce qui ressort le plus généralement de la jurisprudence. On voit que des conduites comme l'insubordination, l'indiscipline grave, la négligence ou la paresse, l'incompétence, la malhonnêteté, l'alcoolisme ou l'usage des drogues, l'absentéisme ou encore le manque de devoir, de respect ou de loyauté à l'endroit de l'employeur sont toutes des circonstances, des situations, des conduites qui peuvent constituer des motifs sérieux qui justifieraient un congédiement. Une fois qu'on a qualifié la conduite, on se demande, ou en fait, on évalue la gravité objective de cette conduite. À ce moment-ci, il faut se positionner dans ce que la jurisprudence appelle la place de l'employeur raisonnable. La question, autrement dit, c'est de se demander si un employeur raisonnable aurait mis fin au lien d'emploi en raison des actions qui ont été commises par l'employé. À ce moment-là, on peut se demander, ou en fait, on peut voir deux cas de figure. Les premiers étant celui d'un geste unique et grave qui justifierait la terminaison du lien d'emploi sur les champs. Ou le deuxième cas de figure, c'est celui de l'incident culminant, à savoir des multiples comportements qui, ensemble, lorsqu'on le regarde dans leur totalité, constituent un motif sérieux qui justifie le congédiement de l'employé en question. Si on passe à la deuxième étape, on est rendu à la prise en compte des circonstances, tant pour l'employé que pour l'employeur. Donc ici, vous avez une série de facteurs qui sont souvent pris en considération par les tribunaux. En ce qui concerne l'employé, on peut considérer son âge, son expérience ou son parcours professionnel. Comme Pierre vous le disait tout à l'heure, la durée de la prestation
de l'emploi. On peut aussi considérer, puis ceci touche à la fois l'employeur et l'employé, des questions relatives au poste occupé, les responsabilités qui étaient confiées et la confiance qui est accordée par l'employeur à l'employé. On peut aussi apporter un regard sur les contenus du contrat d'emploi, les dossiers de l'employé, que ce soit les dossiers disciplinaires, mais aussi les accomplissements, généralement parlant de l'employé à travers sa prestation. Puis finalement, on peut aussi regarder les politiques ou les pratiques de l'employeur qui sont applicables au dossier. Si, par exemple, on regarde les dossiers GRACEFA à la lumière de ce que je viens de vous dire, puis on regarde cette deuxième étape, il est utile de revenir sur certains des motifs qui ont été mis de l'avant par la Caisse lorsqu'elle a mis fin à la relation d'emploi ou en fait au contrat d'emploi des GRACEFA. Alexandra vous a présenté quelques-uns de ces motifs. Il était notamment question de l'approbation du prêt de 44 millions, alors que la personne qui allait en bénéficier était un partenaire et ami des GRACEFA. La Cour, ou en fait les juges garants, lorsqu'ils évaluent cette situation-là, et prend les circonstances qui sont utiles pour bien déterminer les facteurs, ou en quelque sorte pour déterminer la situation au dossier, va se référer au contrat d'emploi dans lequel GRACEFA reconnaît qu'il respectera les codes d'éthique des OTERA, codes d'éthique qui, par ailleurs, nécessitent la déclaration quant au potentiel conflit d'intérêts qui pourrait avoir lieu. Et donc, considère que cette absence de déclaration des GRACEFA quant à un potentiel ou un apparent conflit d'intérêts est une atteinte à son code d'éthique qui se devait de respecter, mais reconnaît par ailleurs que GRACEFA avait déjà déclaré sa relation avec Marc-Antonio dans le cadre de son emploi avec MCAP, une autre filiale de la Caisse, et que cette déclaration-là était en quelque sorte un facteur atténuant ou était une autre considération aussi à ajouter dans l'analyse globale de ces manquements, et qui, en quelque sorte, OTERA aurait pu savoir que GRACEFA était dans une situation d'apparence ou des potentiels conflits d'intérêts. Les juges vont aussi considérer les dossiers vierges des GRACEFA, qui, comme Pierre et Alexandra vous l'ont mentionné, étaient en quelque sorte un employé avec une conduite irréprochable jusqu'aux événements de 2019. Et donc, à ce moment-ci, la Cour vient nous dire que les manquements des GRACEFA ne représentaient pas un motif sérieux permettant de justifier la fin de l'emploi à travers un congédiement. Si on prend comme un deuxième exemple celui du 15 000 dans l'enveloppe brune en argent comptant, encore une fois, on peut référer au code d'éthique de DERA. Les juges garants, par ailleurs, fait allusion au fait qu'il existe des règlements applicables à la réception des sommes en espèces, règlements qui visent en quelque sorte à éviter tout comportement qui pourrait constituer du blanchiment d'argent. À ce moment-ci, les juges vont aussi considérer les parcours professionnels des GRACEFA, son expérience, et va déterminer qu'une personne à sa place, ou en fait avec l'expérience des GRACEFA, ayant travaillé 13 ans pour différentes filiales de la Caisse et occupant les postes qu'il occupe, aurait dû savoir que l'acceptation d'argent comptant dans les bureaux de terrain était un manquement injustifiable. Et pour cette raison, les juges viennent conclure que cette acceptation-là d'argent était un motif sérieux qui pouvait justifier les congédiements des GRACEFA. À ce moment, les dossiers vierges n'étaient pas un facteur qui pouvait venir sauver en quelque sorte les liens d'emploi. La conduite des GRACEFA, somme toute, était injustifiable. Après avoir fait le tour de cette deuxième étape, on arrive à la troisième, et là, on se demande si la terminaison du lien d'emploi est une mesure proportionnelle eu égard de l'ensemble du dossier. En quelque sorte, je vous propose de revenir aux trois questions qui sont proposées par la Cour suprême dans l'arrêt McKinley dont Pierre vous a parlé, et donc de réviser à nouveau l'inconduite de l'employé, de se demander si elle a violé une condition essentielle au contrat de travail, s'il a violé la confiance inhérente à la relation d'emploi ou s'il était fondamentalement ou directement incompatible avec les obligations de l'employé.
Dans la mesure où on se trouverait devant une inconduite qui rentre dans une de ces trois catégories, et surtout dans le cadre d'un cadre intérimaire ou un cadre supérieur, nous serions en quelque sorte devant une situation qui pourrait justifier un congédiement et où les congédiements seraient une mesure proportionnelle en raison de l'inconduite. Si je fais un bref retour sur la question de l'enquête, après ce que Pierre nous a présenté, je vous réitère que la première question, à savoir si on doit ou non procéder à une enquête, doit notamment découler d'un questionnement quant à notre maîtrise des faits au dossier. Donc, il y a d'autres éléments à considérer, puis Pierre, vous en fait part de ceux-ci, mais la question pratico-pratique la plus importante pour l'employeur, c'est est-ce que je connais assez bien mon dossier dans la mesure où ce n'est pas le cas, il serait utile de procéder à une enquête. Une fois cette question traitée, on peut se demander si on fait appel à une firme externe. La réponse simple, c'est que ça dépend. Ça va dépendre de la nature de l'inconduite, du caractère sérieux de l'inconduite, de la situation particulière de l'entreprise ou de l'employeur. Pensons par exemple à la Caisse, qui, comme Pierre et Alexandre l'ont dit, est une organisation publique et qui donc s'est épée d'avoir une certaine transparence puis une certaine publicité dans ses démarches, chose qui militait en faveur de l'appel à une firme externe. Mais aussi, on peut considérer d'autres éléments comme les coûts. Veut pas faire appel à une firme externe comporte des coûts et il faut être prêt à les assumer. Ensuite, est-ce qu'on suspend avec ou sans solde de l'employé? Pierre, encore une fois, vous l'avez mentionné, la suspension, un peu le mot, c'est une aberration dans la relation contractuelle. Et donc, il faut d'abord procéder à une suspension avec solde pour limiter en quelque sorte les manquements ou l'arrêt de la prestation de nos obligations. Puis pour ce qui est de la durée, la suspension doit être la plus courte possible. Dans le cas des GACEFA, ça a été assez court compte tenu des circonstances et de l'ampleur de l'enquête. Et dans tous les cas, ça devrait être le plus court possible. L'employé est-il obligé de participer à l'enquête? La réponse courte est oui, ça fait partie de ses obligations par son contrat de travail. Par ailleurs, l'absence de participation peut devenir un motif de congédiement et elle peut également donner lieu à des inférences négatives de la part de l'employeur. Est-ce que l'employé a droit d'être représenté durant l'enquête? La réponse courte encore non. Dépendamment des circonstances, l'employeur peut permettre la présence de l'avocat. Dans le cas des GRACEFA, la Caisse a permis la présence des avocats des GRACEFA durant les différentes rencontres qu'il a eues avec l'enquêteur. Et cela a été utile notamment pour démontrer la bonne foi de la Caisse, pour démontrer la transparence des démarches. Et on peut aussi noter que les procureurs des GRACEFA ont pu aussi contacter l'enquêteur suite aux rencontres pour offrir des clarifications quant aux réponses des GRACEFA. Si on vient articuler l'enquête et les congédiements, Pierre vous l'a mentionné, une fois qu'on a conduit l'enquête, qu'on a bien colligé les faits, il serait approprié de rencontrer l'employé suivant l'enquête. Et comme Pierre vous l'a mentionné, en quelque sorte, c'est une situation où l'employeur ne peut que sortir gagnant. C'est-à-dire que soit il sera en mesure de confirmer ce que l'enquête a révélé à travers les témoignages ou les réponses de l'employé, soit il sera en mesure de, en quelque sorte, prendre l'employé en train de nier les faits qui ont été prouvés par l'enquête, ce qui pourrait devenir, encore une fois, une considération de plus justifiant ou motivant les congédiements. Puis finalement, pour ce qui est du congédiement, deux questions en rafale. Est-ce que ça nous prend un motif unique ou un ensemble de motifs? Donc, nous vous invitons à porter attention à cet élément-ci. Comme Pierre vous l'a mentionné, des fois, justifier un congédiement à travers un nombreux motifs peut donner l'impression qu'on n'a pas assez d'éléments qui constituent des motifs sérieux permettant de justifier le congédiement. Donc, l'important, c'est qu'on ait un ou plusieurs, mais que les motifs soient qualitativement parlant des motifs sérieux. Donc, ce n'est pas la quantité, mais la qualité qui compte. Puis la deuxième question, est-ce qu'un motif sérieux suffit à justifier le congédiement? La réponse est non. Comme on vous l'a mentionné de nombreuses fois durant notre présentation, les motifs sérieux ne suffisent pas. Il faut regarder l'ensemble du dossier, les facteurs atténuants et les facteurs aggravants, et se demander si le congédiement est une mesure proportionnelle en raison de l'inconduite ou du motif en question. Alors, je retourne la parole à Pierre et entre-temps, on attend vos questions. Alors, merci Thomas. Donc, nous allons ouvrir la discussion, les questions que vous avez. Ça nous fera plaisir d'y répondre. Je veux souligner avant de l'oublier que
La décision étudiée grâce FA et Caisse de dépôt date du 15 novembre 2023. Le dossier est présentement en instance devant la Cour d'appel du Québec. Les mémoires sont déposées, mais à ma connaissance, il n'y a pas de date encore de fixée pour une audience. Donc, c'est à suivre. La décision attaquée est d'une excellente qualité. C'est une très belle facture de jugement, mais il ne faut pas présumer du résultat final. Puis encore est-il que, est-ce que ça va être final en cour d'appel? Typiquement, oui, peu de dossiers se rendent à Ottawa à la Cour suprême, mais il va être intéressant de voir quelle sera la perspective de la Cour suprême, quels seront les arguments qui seront présentés, quels seront les arguments qui seront retenus et quel sera le jugement de la Cour d'appel du Québec dans cette affaire. Donc, Alex, des questions? Donc, si vous en avez, simplement les indiquer dans le Q&R au bas de l'écran. Je ne trouve pas, Alex. On a une question qui arrive. Évidemment, c'est rédigé. Entre-temps, on peut vous revenir sur la présentation qui aura lieu en septembre 2024. Oui, donc, je veux revenir sur le fait que nous avons effleuré le sujet des enquêtes internes en milieu de travail, alors que c'est un phénomène qui a pris une importance considérable au cours des dernières années, particulièrement aussi avec la croissance exponentielle des plaintes d'harcèlement psychologique et sexuel, où l'enquête est une nécessité dans presque tous les cas. Donc, nous croyons qu'une discussion dans le cadre via un webinaire sur la question des enquêtes, un webinaire est nécessaire sur cette question et c'est ce que nous ferons en début septembre et nous espérons vous revoir à ce moment. Nous voyons qu'il y a quelqu'un qui veut qui a une question, mais on ne l'a pas encore reçue. On va lui donner une petite minute au cas où. Sinon, je soupçonne qu'on n'aura pas d'autres questions. Bien, je pense qu'à ce moment-là, s'il y a une question qui arrive, nous allons y répondre. Mais je vais terminer cette présentation, vous remercier de votre écoute et en espérant que cela vous sera utile pour, d'une part, la gestion de risque dans ce genre de dossier et pour vous aider à avoir une démarche rigoureuse et, si je peux me permettre, scientifique dans la détermination de est-ce que vous devez procéder à un congédiement pour motif sérieux. Merci. Merci beaucoup. Donc, je soupçonne qu'il n'y aura pas de nouvelles questions. Si vous avez des questions, par contre, vous pouvez toujours nous contacter. Vous avez nos adresses courriel à même les PowerPoint. Donc, s'il y a des nouvelles questions qui émergent à la lecture du PowerPoint, vous pourriez toujours nous contacter. Merci beaucoup.